Chacun de nous a présenté ses budgets et l'on s'est accordé pour Paris à 15 000, 40 000 et 100 000 francs. L'empereur s'est arrêté sur l'extrême différence qu'il y avait entre les prix des choses et de même choses suivant les personnes et les circonstances. En quittant l'armée d'Italie, a-t-il dit: pour venir à Paris, Madame Bonaparte avait écrit qu'un meubla avec tout ce qu'il y avait de mieux. Une petite maison que nous arrivons, rue de la Victoire. Cette maison ne valait pas plus de 40 000 francs qu'elle fut ma surprise, mon indignation et ma mauvaise humeur quand on me présenta le compte des meubles du salon, qui ne me semblait en rien de très extraordinaire et qui montait pourtant à la somme énorme de 120 à 130 000 francs. J'eus beau me défendre, crier, il fallut payer. L'entrepreneur montrait la lettre qui demandait tout ce qu'il y avait de mieux. Oh, tout ce qui était là était de nouveaux modèles faits exprès. Il n'y avait pas de jus de paix qui ne me condamnait. De là, l'empereur est passé au prix fou demandé pour les ameublements des palais impériaux aux grandes économies qu'il y avait introduites. Il nous a donné les prix du trône, celui des ornements impériaux. Quoi de plus curieux que de tenir de sa bouche ces détails, ces comptes, les mots de ces économies? Combien je regrette de ne les avoir pas consignés dans le temps. Mais voulant connaître un de ces moyens de vérification, il revenait aux Tuileries qu'on avait magnifiquement meublé en son absence. On n'eut rien de plus pressé que de lui faire voir et admirer le tout. Il s'en montre très satisfait et, s'arrêtant à une embrasure de fenêtre devant une forte riche tenture, et demande: des ciseaux, coupe une superbe glandeur en pendant et met froidement dans sa poche et continue son inspection au grand étonnement de ceux qui le suivaient, incertains et cherchant à deviner son motif. À quelques jours de là, à s'enlever les glands ressort de sa poche et le remettant à celui qui était chargé des ameublements. Tenez, mon cher, lui dit-il, Dieu me garde de penser que vous me volez, mais on vous vole. Vous avez payé ceci un tiers au-dessus de sa valeur. On vous a traité en intendant des grands seigneurs. Vous eussiez pu faire au milieu marché si vous n'aviez pas été connu. C'est que Napoléon, dans une de ses promenades matinales, est déguisé. Ce qui lui arrivait fréquemment était entré dans plusieurs magasins de la rue Sandini, avait fait évaluer ce qu'il avait apporté, proposé des entreprises analogues et amener le résultat à sa plus simple expression, disait-il. Chacun connaissait son faire à cet égard, et c'était là, disait-il encore, ces grands moyens d'économie domestique qui, malgré une extrême magnificence, d'ailleurs étaient portés au déni degré d'exactitude et de régularité. En dépit de ses immenses occupations, il révisait lui-même tous ses propres comptes. Mais il avait sa valeur. On ne lui présentait du jeu par spécialité. Il s'arrêtait sur le premier article devenu le sucre, par exemple, et trouvant des milliers de livres, il prenait une plume et demandait au comptable: combien de personnes dans ma maison, monsieur? Et tu faillis pouvoir lui répondre sur le champ: si autant. À combien de livres de sucre par jour les portez-vous d'une dans l'autre? Sûr, attends.
Il faisait aussitôt son calcul et se montrait satisfait ou s'écriait en lui, rejetant ce papier. Monsieur, je double votre propre estimation et vous dépassez encore énormément. Votre compte est donc faux? Recommencez tout cela et montre-moi plus d'exactitude. Est-il suffisait de ce seul calcul, de cette seule algarade, pu tenir chacun dans la plus stricte régularité? Aussi disait-il parfois de son administration privée comme de son administration publique. J'ai introduit un tel ordre. J'emploie de telles contre-preuves que je ne puis être volé de beaucoup. Si je le suis encore, je les laisse sur la conscience du coupable. Il n'en sera pas étouffé, cela ne saurait être lourd. 22 à 25. Depuis plusieurs jours, le temps a été très mauvais. L'empereur a discontinué ses promenades du matin. Son travail est devenu plus régulier. Il a dicté chaque jour sur l'époque des événements de 1814. Sir Hudson Lowe est venu visiter l'établissement. Il est entré chez moi et y a demeuré un quart d'heure. Il m'a dit être fâché de la manière dont nous nous trouvions. Nos demeures étions plutôt des bivouacs, convenait-il, que des chambres. Et il avait raison, les papiers goudronnés dont on s'était servi pour la couverture, c'était déjà à la chaleur du climat. Quand il faisait du soleil, j'étouffais. Quand il pleuvait, j'étais inondé. Il allait donner l'ordre de remédier autant que possible, disait-il, et à ajouter poliment qu'il avait apporté avec lui 1500 à 2000 volumes français, que dès qu'ils seraient en ordre, il se ferait un plaisir de les mettre à notre disposition. Racine et Voltaire ont fait les frais de ces soirées Phèdre, Athalie, que nous étions lus par l'empereur, ont fait nos délices. Il ajoutait des observations et des commentaires qui leur donnaient un nouveau prix. Mahomet a été l'objet de sa plus vive critique dans le caractère et dans les moyens. Voltaire disait l'empereur avait ici manqué à l'histoire et au cœur humain et prostitué les grands caractères de Mahomet par les intrigues les plus basses. Il faisait agir un grand homme. Il avait changé la face du monde comme les plus vils scélérats, dignes au plus de gibet. Il ne travestissait pas voir inconvenablement à le grand caractère d'Omar, dont il ne faisait qu'un coup jarret de mélodrame et un vrai bac. Voltaire péchait ici surtout par le bas en attribuant à l'intrigue ce qui ne partient qu'à l'opinion des hommes qui ont changé l'univers. Observez l'empereur n'y sont jamais parvenus en gagnant des chefs, mais toujours en remuant des masses. Le premier moyen est du ressort de l'intrigue et n'amène que des résultats secondaires. Le second est la marche du génie et change la face du monde. De là, l'empereur, passant à la vérité historique de tout ce qu'on attribue à Mahomet. Il en aura été sans doute de lui comme de tous les chefs de secte, disait-il, le Coran, ayant été fait 30 ans après lui, aura consacré bien des mensonges. Alors l'empire du prophète, sa doctrine, sa mission étant déjà fondée, accomplie, on ne peut, on a dû parler en conséquence. Néanmoins, il reste encore à expliquer comment l'événement prodigieux dont nous sommes certains, la conquête du monde, a pu s'opérer en si peu de temps, 5 ans ou 60 ans, en
suffit. Par qui a-t-elle été opérée? Par des peuples du désert, peu nombreuses, ignorantes, nous dit-on, mal aguerries, sans discipline, sans système. Et pourtant, elles agissent. C'est contre le monde civilisé, riche de temps et moyens. Ici, le fanaticisme ne saurait suffire car il lui a fallu le temps de se créer lui-même et la carrière de Mahomet n'a été que de 13 ans. L'empereur pensait qu'indépendamment des circonstances fortuites qui menant parfois les prodiges, il fallait encore qu'il y eût ici en arrière quelque chose que nous ignorons, que l'Europe avait sans doute succombé sous les résultats de quelques causes premières qui nous demeuraient cachées, que peut-être ce peuple surgit tout à coup du fond du désert, ayant eu chez eux de longues guerres civiles parmi lesquelles s'étaient formés des grands caractères, des grands talents, des impositions irrésistibles ou quelque autre cause de cette nature. On sent Napoléon sur les affaires de l'Orient s'éloignait beaucoup des croyances communes tirées de nos livres habituels. Il avait à cet égard des idées tout à fait à lui et pas bien arrêtées, disait-il. Et c'était son expédition d'Égypte qui avait amené ce résultat dans son esprit. Il est étonnant peut revenir à Voltaire, disait-il, combien peu il se porte la lecture. Quand la pompe de la diction, le prestige de la scène ne trompent plus l'analyse ni le vrai goût, alors ils perdent immédiatement mille peu sont. On ne croira qu'avec peine, continuait-il, qu'au moment de la Révolution, Voltaire eut détrôné Corneille et Racine. On s'était endormi sur la beauté de ceci et c'est au premier consul qui dut le réveiller. Et l'empereur disait vrai, il est sûr que c'est en nous ramenant à la civilisation qu'il nous a ramenés au bon goût. C'est lui qui fit paraître alors tous nos chefs d'œuvre nationaux dramatiques et lyriques jusqu'aux pièces même proscrites par la politique. Ainsi on revit chaque de Lyon qu'un tendre intérêt avait comme consacré au Bourbon. Les pauvres gréteries mon c'était depuis longtemps, disait l'empereur, j'ai hasardé là une épreuve redoutable. On me prédisait des grands scandales. La représentation eut néanmoins sans nous inconvénient. Alors j'ordonnai de la répéter 8 jours, 15 jours de suite jusqu'à la digestion. Les chambres peu Richard continuaient d'être jouées sans qu'on y songeait davantage jusqu'au moment où les Bourbons, à leur tour, l'ont prescrit parce qu'un tendre intérêt les consacrait. Désormais à ma personne, étrange vicissitude qui s'est renouvelée encore, nous a-t-on dit pour le trône du prince Édouard ou des prétendants en Écosse. L'empereur l'avait interdit à cause des Bourbons et les Bourbons viennent de interdit à cause de l'empereur. 26. J'ai été à Plantation House faire ma visite. Lady Lowe m'a paru belle, aimable. Un temps soit poétrice, Sir Hudson l'a épousé peu de temps avant son départ d'Europe et précisément nous attendit pour l'aider à faire les honneurs de la colonie. J'ai compris que cette dame était veuve d'un des officiers de l'ancien régiment de Sir Hudson Lowe. Intéressant. Et Sir d'un colonel tué à Waterloo. Le gouverneur m'a témoigné une politesse et une bienveillance toute particulière qui m'ont frappé. Nous étions de connaissance depuis longtemps sans que je m'en doutasse, m'a-t-il dit. Depuis longtemps, l'Atlas de
Monsieur le sage, continuait-il, avait charmé ces instants sans qu'il peut imaginer certainement alors les circonstances qui lui feraient connaître son auteur. Il s'était procuré cet ouvrage en Sicile, où il l'avait fait venir de Naples en contrebande. Il ne tarissait pas sur le range donné à l'Atlas. Il avait souvent lu la bataille de Jena avec le général Blücher au quartier général, duquel il était commissaire de sa nation dans la campagne de 1814. Il avait toujours admiré les expressions libérales, l'esprit de modération et d'impartialité avec lesquelles l'Angleterre, bien qu'ennemie, y était constamment traité, mais certains passages équivoques l'avaient grandement frappé dans le temps observatif. C'était un des passages d'opposition ou de censure envers celui qui nous gouvernait. Il les expliquait par ma qualité et mes doctrines d'ancien émigré, et aujourd'hui cela lui semblait une singulière contradiction de me retrouver ici auprès de cette personne.